Bonjour et bienvenue dans ce 13h accessible aux sourds et aux malentendants grâce à Assi Achimark. En début de journal, on ira au palais de la présidence de la République au Plateau où s'est tenu hier, mercredi, un conseil des ministres en présence du chef de l'État. La couverture maladie universelle, la protection de l'environnement, la sécurité sociale et le livre de procédure des recettes non fiscales ont entre autres été abordés. Nous sommes le 29 septembre et c'est la journée mondiale du cœur, occasion mise à profit par la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle pour inciter les populations à adopter l'automesure tensionnelle, une mesure consciente et volontaire de la pression artérielle par le patient lui-même. Je connais ma tension à la maison, c'est le thème. Les autorités maliennes de la transition accueillent ce jeudi la délégation de la CEDEAO composée des présidents du Togo, du Ghana et de la Gambie. Des présidents qui vont plaider pour la libération des 46 militaires ivoiriens toujours détenus à Bamako. C'est au cours du sommet extraordinaire à New York que la CEDEAO a décidé de l'envoi de cette délégation présidentielle au Mali. Hier mercredi, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le conseil a entre autres adopté un projet de loi portant livre de procédure des recettes non fiscales, un projet de loi portant code de l'eau, un projet de loi portant code de l'environnement et un décret relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la couverture maladie universelle. Le compte-rendu d'Awatouré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 28 septembre 2022, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a décidé, dans le cadre des politiques de gestion optimale des finances publiques, de la mise en place d'un livre de procédure des recettes non fiscales. Ce projet de loi vise à maîtriser le champ des recettes non fiscales ainsi que l'ensemble des recettes qui viennent en complément des budgets de fonctionnement alloués aux différents services publics. Et cela aux fins d'en assurer l'adaptabilité et la continuité. Il définit donc ainsi et classifie les recettes non fiscales, précise les conditions et les modalités de leur création, émission, ordonnancement et recouvrement. Cela, bien entendu, dans le cadre donc, du renforcement de la transparence dans la gestion des ressources. La protection de la nature. Le gouvernement se dote d'un code de l'environnement qui répond aux nouveaux enjeux écologiques au centre des politiques internationales. Ce décret vise à développer à la fois la conscience écologique des pouvoirs publics et des populations et prévoit un cadre institutionnel et financier des politiques environnementales amélioré auquel est rattaché un système répressif renforcé avec la création d'une police spéciale environnementale. Le gouvernement a également autorisé la mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la couverture maladie universelle. Ce décret assujettit l'accès à certains services de l'État, aux emplois publics, aux emplois du secteur privé, à la production de la preuve de l'enrôlement à la CMU. Ainsi, la preuve de l'enrôlement à la CMU, à savoir la carte d'assuré de la couverture maladie universelle, à défaut, le récépissé d'enrôlement ou l'attestation de droit délivrée par la Caisse nationale d'assurance maladie doit être présenté par chaque citoyen pour les opérations suivantes. Le retrait du passeport et du permis de conduire. L'inscription aux examens et concours d'entrée à la fonction publique, à la police, à la gendarmerie et dans l'armée. L'inscription des étudiants dans les universités et grandes écoles publiques et privées. L'inscription des élèves âgés de plus de 16 ans dans les lycées, collèges et établissements d'enseignement technique et professionnel, qu'ils soient publics ou privés. Le recrutement dans le secteur public et parapublic. Le recrutement dans le secteur privé. L'accès aux programmes sociaux financés par l'État. L'accès aux programmes de soutien à l'emploi
et aux activités génératrices de revenus financées par l'État. Cette mesure vise à garantir le déploiement complet du système obligatoire de couverture du risque maladie qu'organise la CMU au profit des populations vivant en Côte d'Ivoire. La lutte contre le cancer du sein, le lancement des activités Octobre Rose, c'est pour le 6 octobre 2022. Autour du thème « Les résultats obtenus par le CNRAO dans la prise en charge du cancer du sein de 2018 à 2022 ». Ce thème appelle les professionnels de la santé, les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile à s'investir davantage dans la lutte contre le cancer du sein, qui demeure le cancer le plus mortel chez la femme, et les invite à soutenir le CNRAO, dont les résultats sont plus que probants. Dans cette dynamique, le Premier ministre procédera, à l'occasion donc du lancement des activités d'Octobre Rose, à la pose de la première pierre du Centre de nutrition en cancérologie du CNRAO, offert par la Fondation CIFCA, en vue de développer davantage les soins d'accompagnement initiés par le centre dans le domaine de la nutrition. Le Conseil des ministres a aussi adopté une politique nationale de sécurité sociale. Ce document de politique nationale de sécurité sociale du gouvernement est articulé autour du renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale telle que prévue par le PND 2021-2025. Il vise à consolider la gouvernance et le financement de la sécurité sociale et à améliorer les procédures et l'offre des prestations aux populations avec la création à venir de nouveaux régimes tels que l'assurance chômage et le régime de retraite complémentaire des travailleurs du secteur privé. Notons que la 3e édition du sommet Finances en commun se tiendra à Abidjan du 19 au 20 octobre 2022. Organisée par la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement, en collaboration avec le gouvernement, cette rencontre de haut niveau est placée sous le thème « Une transition juste et verte pour une reprise durable ». Awa Touré, Ambroise Assema et Célestin Frodo. Pendant que se tenait ce Conseil des ministres, les parlementaires des deux chambres étaient réunis à Yamoussoukro à l'occasion d'une visite de travail et d'amitié du président de l'Assemblée nationale au Sénat. Sénateurs et députés ont donc pu échanger afin de définir un cadre de collaboration pour répondre efficacement aux attentes des populations. L'idée, c'est donc de travailler ensemble pour le triomphe de la démocratie en Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. Jano Aoussou Kouadio et Adaman Bictogo font leur entrée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, où députés, sénateurs et autres personnels administratifs les ont précédés. Le Sénat et l'Assemblée nationale, les deux chambres du Parlement, veulent mettre en place un protocole de bonne collaboration pour le triomphe de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nos institutions qui forment ensemble le cœur de la démocratie et qui constituent le lieu par excellence du débat démocratique sont appelés par la loi fondamentale à une étroite collaboration. Je voudrais à ce stade de mon propos exprimer ma profonde gratitude à l'Assemblée nationale pour l'accompagnement remarquable dont le Sénat a bénéficié lors de sa mise en place en 2018. Cette première collaboration réussie a posé les jalons d'une coopération plus approfondie qui s'est poursuivie avec nos services techniques et qui a abouti à certaines avancées. Il convient cependant de reconnaître que les hypothèses constitutionnelles de collaboration ainsi que les acquis obtenus méritent d'être renforcés au regard des nombreux défis auxquels le Parlement est appelé à faire face. C'est pourquoi je voudrais saluer la tenue de la présente séance de travail que nous avons souhaité de tous nos voeux pour permettre à notre Parlement d'explorer des champs nouveaux de collaboration interparlementaire sur le plan national et international. Monsieur le Président du Sénat, vous avez défini le sens de la complémentarité qui fonde
le fonctionnement de nos deux chambres. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en affichant cette volonté à travers la Constitution de 2016, avait pour seul objectif de créer une adhésion plus large de l'ensemble des Ivoiriens autour des lois qui étaient votées et qui devraient être votées. C'est pour cela que, sans que nous ne versions dans l'uniformisation de l'adoption de nos textes, mais que nous nous engagions dans l'harmonisation de nos textes. C'est pour cela que l'Assemblée nationale, dans son rôle de première lecture, et vous, dans votre rôle de deuxième lecture, la Côte d'Ivoire, à la fin, se retrouve avec un texte harmonisé, répondant ainsi aux aspirations de nos mandants. Durant la rencontre, plusieurs axes seront abordés pour affermir les relations. Au cours des échanges, les deux parties ont abordé plusieurs points, au nombre desquels la formalisation d'un cadre de concertation entre les deux chambres et l'élaboration conjointe des textes intéressant les deux chambres, notamment les règlements du Congrès et le code de déontologie des parlementaires, ainsi que l'harmonisation des règlements, la construction d'édifices, etc. Au terme des échanges, les députés et les sénateurs ont décidé de renforcer davantage leur collaboration et ont mis en place des groupes de travail pour chacun des sujets arrêtés. Une poignée de main, la joie d'une amitié sincère, durable et productive pour la Côte d'Ivoire est perceptible. Après l'annonce de plusieurs mesures sociales en faveur des fonctionnaires et leur mise à exécution effective, les bénéficiaires ne cachent pas leur joie. Ils estiment que la situation est un des fruits de la trêve sociale qui a été observée, et trêve sociale qui d'ailleurs a été renouvelée pour 5 années encore. L'UNATRC, l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, vient d'entamer une campagne d'information relative aux résultats de cette trêve. Walter Amadou Ouattara. Grande salle des audiences du tribunal de première instance de Yopougon. Ovation pour saluer les efforts consentis par le président de la République, Alassane Ouattara. Les dernières mesures sociales coûtent plus de 1 000 milliards de francs CFA à la caisse de l'État. Elles ont été prises en faveur du pouvoir d'achat en cette période d'inflation mondiale. Les plus grands bénéficiaires sont les fonctionnaires. J'apprécie ces mesures sociales, surtout pour l'allocation familiale. Prime de transport, par exemple, on était à 7 000 sur le bulletin de salaire. Aujourd'hui, on se retrouve à 20 000. 13 000, ce n'est pas à négliger. Le salaire est vraiment parti de l'avant. Puis il y a eu la question du 13e mois, qui est devenu prime exceptionnelle, prime ado. Donc ce sont les efforts qui sont à saluer. Ce que le chef de l'État a promis, ça a été réalisé. Et nous avons eu entre une trentaine de mille et près de 100 000 francs pour certains. Nous sommes satisfaits des mesures prises par monsieur le chef de l'État. Le gouvernement ivoirien et les organisations syndicales des fonctionnaires et agents de l'État ont validé un protocole d'accord le lundi 8 août dernier à Abidjan. La trêve sociale jusqu'en 2027. Pour Yves Kodibo, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, il faut faire la promotion du contenu de la trêve sociale qui produit déjà des résultats remarquables et profitables à tous. J'ai fait une comparaison relativement à la trêve passée de 2017 qui a coûté moins de 400 milliards et la trêve actuelle où il n'y a pas eu de palabres mais il y a eu des sueurs intellectuelles. On a obtenu plus de 1100 milliards. Donc la trêve qui a été signée avec ce montant aussi important que le président de la République nous a donné, il faut qu'on lui démontre que nous sommes des fonctionnaires nouveaux, nous travaillons avec sincérité, avec loyauté et nous sommes prêts à servir l'État de Côte d'Ivoire. Après les communes de Yopougon, Cocody et Plateau, où des fonctionnaires des départements de la communication, des transports, de la justice et des droits de l'homme ont été rencontrés. Ce syndicat compte sillonner d'autres localités du pays dans les tout prochains jours.
Le travail des enfants dans les exploitations de cacao en Côte d'Ivoire fait l'objet depuis plusieurs années d'une attention particulière de la part de la communauté internationale. Les efforts en termes de prévention et de répression du phénomène, d'identification des victimes et d'aide en leur faveur se poursuivent. L'ONG Save the Children, par exemple, accentue la lutte. Elle initie des séances de formation des chefs de village sur les lois qui protègent les enfants contre ce type d'exploitation. La traite et les pires formes de travail des enfants sont interdites en Côte d'Ivoire depuis le 30 septembre 2010 par la loi numéro 210-272. En plus de cette loi, il existe des politiques et stratégies pour éradiquer le fléau. En dépit des efforts, ces instruments développés pour mettre fin au travail des enfants, plus singulièrement dans la chaîne de production du cacao, sont méconnus et très peu vulgarisés auprès des communautés. C'est quoi le travail des enfants? Dans quel cadre on parle du travail des enfants? Et au niveau de la Côte d'Ivoire, il existe des mécanismes réglementaires qui existent. Il faut que ceux-là puissent les comprendre, puissent les savoir, de sorte à ce qu'il n'y ait plus de confusion. Dans son combat de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, aux côtés de la première dame Dominique Ouattara et du gouvernement ivoirien, l'ONG internationale Save the Children multiplie les initiatives à travers des projets. Le projet Cacao permet de renforcer les capacités des acteurs sur le terrain. À Daloa, les chefs de villages et de communautés sont formés sur les lois et politiques interdisant le travail des enfants. L'engagement de Save the Children en Côte d'Ivoire et de ses partenaires est de lutter contre ce phénomène et cela se traduit par plusieurs projets de rémédiation contre le travail des enfants dans la cacaoculture aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire. En l'an 2022, là, on va envoyer les enfants au champ. Pourquoi faire? Sa place va être à l'école et puis être instruit. Pour une meilleure appropriation de ces lois et politiques par les communautés, l'accent est mis sur la sensibilisation. Sur les instructions du gouvernement quant à l'interdiction du travail des enfants dans la cacaoculture, nous veillons à ce que les chefs de village, les chefs de communauté appuient ces décisions gouvernementales au niveau des différentes plantations, des champs de café et cacao. Lancé en décembre 2020, le projet Cacao est exécuté dans les départements de Daloa et Vavois. Ce projet de Save the Children est financé par le département américain du travail. Un reportage de Corona Soro de la station régionale RTI Bouaké. Quel est l'impact réel du dispositif de calcul du taux d'insertion mis en place il y a 5 ans par le ministère de l'Enseignement technique de la formation professionnelle? Un dispositif qui avait été mis en place pour assurer un meilleur suivi des apprenants après leur formation. Les acteurs se sont retrouvés cette semaine à Bouaké dans le Bouaké dans l'objectif de le revisiter et tenter de l'améliorer. On retrouve Corona Soro de RTI Bouaké. Depuis une décennie, le gouvernement fait de la formation de la jeunesse une priorité. Des efforts sont également déployés pour l'insertion des formés de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Pour une meilleure insertion des formés, un dispositif de calcul du taux d'insertion est mis en place depuis 2017. Cette enquête-là permet de savoir la situation post-formation de ces diplômés, s'ils sont en situation de travail, enfin s'ils ont eu un emploi ou non, et qui nous permet, nous, au niveau du ministère, donc, de mesurer l'efficacité externe de nos dispositifs. 5 ans après la mise en œuvre de ce dispositif, les acteurs se sont retrouvés à Bouaké. 5 jours durant, les participants ont travaillé à revisiter le dispositif et à améliorer la formation afin de répondre aux besoins des entreprises. Cet atelier qui vise à revoir, à revisiter la méthode de calcul du taux d'insertion, là, qui est un indicateur très important pour la prise de décision parce que la question de l'insertion est une question essentielle. La qualité de la main-d'œuvre est de mise. Voilà, pour limiter disons, le recrutement des expatriés, il faut adapter également la capacité de nos formés ici à l'échelle également internationale. Dans ce processus de formation, des ouvriers qualifiés, des techniciens et agents de maîtrise, la Côte d'Ivoire est accompagnée par les États-Unis d'Amérique. Pour l'appui que MCA donne à l'ETFP, il y a déjà la création de 4 centres d'ETFP, dont un est prévu pour Bouaké ici. 4 centres d'enseignement technique de formation professionnelle. Les consortiums, les groupes d'entreprises qui sont cooptés pour créer ces centres-là sont déjà en cours d'élaboration de leur projet.
Cet atelier de Bouaké a permis de faire des propositions et suggestions pour une meilleure insertion des diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. On passe au chapitre santé de cette édition. Petit A, l'actualité coronavirus. Les autorités de santé ont enregistré hier 29 nouvelles contaminations en Côte d'Ivoire, ce qui porte à 87 188 le nombre total de cas confirmés depuis le début de la pandémie le 11 mars 2020. 824 hommes et femmes en sont morts depuis lors et 46 cas sont actuellement actifs. Voilà pour le point en Côte d'Ivoire. À l'échelle du monde, on déplore 6,54 millions de décès pour 617 millions de malades. Deuxième point de notre chapitre santé, la célébration de la journée mondiale du cœur. Comme chaque année, elle a lieu le 29 septembre et vise à sensibiliser le grand public à certaines maladies, dont les pathologies du cœur. Il faut par exemple manger équilibré, faire du sport, ne pas fumer, limiter l'alcool et limiter le stress. La Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle est en action. Cette année, elle sensibilise à l'automesure tensionnelle. Evelyne Yeboué, Grascando. L'hypertension artérielle, l'un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire. La célébration de la Journée mondiale du cœur, ce 29 septembre, est l'occasion pour la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle LICH de faire connaître au grand public les facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires tout en sensibilisant les populations à adopter l'automesure artérielle. L'automesure tensionnelle signifie quoi? C'est le fait de mesurer simplement la tension par soi-même. Avec les appareils électroniques, il s'agit seulement de mettre un brassard sur le bras, de s'asseoir sur une chaise avec une table devant soi, le coude et l'avant-bras sur la table, et puis on met le brassard. Il faut que le brassard soit adapté au périmètre du bras. Et puis, on appuie le bouton de démarrage. Exactement comme on allume une télé, on appuie le bouton de démarrage et puis les chiffres sont lancés. Pour les responsables de la LICH, pratiquer régulièrement l'exercice physique et sportif en observant une alimentation saine constitue des méthodes de prévention pour éviter les maladies cardiovasculaires. Le problème, c'est la quantité qu'on utilise. Il faut apprendre à réduire. Alors, pour ceux qui veulent utiliser les cubes d'assaisonnement, quand vous savez qu'il y a du sel dans les cubes d'assaisonnement, vous voulez l'utiliser pour améliorer le goût de votre plat, alors ne mettez plus de sel de cuisine. Il faut faire un choix. La prévention, nous devons mettre la prévention vraiment en tête. Si nous faisons la bonne prévention, il y aura moins de personnes qui vont entrer en dialyse. Selon des études menées par des experts, dans les 15 prochaines années, les maladies non transmissibles, dont l'hypertension artérielle en tête, coûteront au pays à revenus faibles plus de 7 000 milliards de dollars de pertes au niveau des revenus nationaux. On parle toujours santé dans ce journal. Là, on s'intéresse à la rage, cette maladie contagieuse et mortelle causée par un virus qui s'attaque au système nerveux des mammifères, y compris à celui des humains. Un virus donc qui se transmet généralement par la salive d'un animal domestique ou sauvage infecté lors d'une morsure ou par une griffure. Hier, 28 septembre, c'était la journée mondiale de lutte contre la rage. Le ministère de la Santé a procédé à une séance d'information et de sensibilisation contre la maladie. Maladie virale grave causée par un microbe. La rage se transmet à l'homme par la salive des animaux domestiques et sauvages infectés. Et cela lors d'une morsure, d'une griffure ou d'un léchage de plaie. Selon les données, en Côte d'Ivoire, plus de 630 personnes meurent par an, dont 300 enfants de moins de 15 ans. À Bouaké, la ville a enregistré pour l'année en cours 3 cas notifiés de rage humaine. Des chiffres qui interpellent, d'où cette séance d'information et de sensibilisation en vue d'éradiquer la maladie dans la région de Bouaké. Nous sommes actuellement en moyenne 25 cas de rage humaine en Côte d'Ivoire notifiés. Et nous sommes sur des choses, nous sommes loin de la réalité. Nous avons sur le terrain plus que les données que nous avons.
Alors, est-ce que les stratégies que nous avons mises en place apportent leurs fruits? C'est de ça il était question au cours de cette journée-là. Ouais. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle est accompagné dans sa tâche par le ministère des Ressources animales et halieutiques. La rage est 100% évitable et elle est 100% mortelle. Dès l'instant où les symptômes sont déclarés, il n'y a plus de remède. Quel que soit ce que nous allons donner comme sensibilisation, comme conseil, et tant que les chiens seront dans la rue, tant que les chiens ne seront pas vaccinés, nous ne pourrons pas dire que nous avons pu éliminer la rage dans notre environnement. Les autorités administratives et sanitaires exhortent les participants à s'approprier les informations reçues et à les relayer. 17 acteurs du système éducatif et 33 agents de santé humaine et animale ont reçu également des certificats d'achèvement de formation sur la rage. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 60 000 personnes décèdent chaque année de rage dans le monde. Un reportage de Djeneba Ouattara et Charles Tatou. Ils sont de la station régionale RTI Bouaké. De l'instance de la santé, on passe à la sécurité maritime. Le Golfe de Guinée renforce son dispositif pour faire face aux nombreux groupes de pirates qui restent très actifs. Les acteurs veulent donc s'accorder sur les vulnérabilités de l'espace maritime afin de mettre en œuvre une coordination efficace. Ils ont initié un projet dénommé « Soutien à la sécurité maritime intégrée de l'Afrique de l'Ouest ». Les précisions de Lanciné Bakayoko. Ce projet, baptisé Soutien à la sécurité maritime intégrée de l'Afrique de l'Ouest SOEMS, vise non seulement à accroître la capacité des acteurs engagés dans la prévention et la répression de la criminalité maritime, mais aussi à optimiser l'économie maritime de la CEDEAO. Pour y parvenir, une coopération opérationnelle agissante entre l'ensemble des acteurs concernés est plus que nécessaire. C'est ensemble que nous parviendrons, au niveau national ainsi qu'avec les autres pays concernés, à faire du Golfe de Guinée un lieu sûr, un espace sécurisé pour la circulation des biens et des personnes. Il s'agit de mieux appréhender les mécanismes de blanchiment de capitaux par lesquels les produits financiers provenant de la criminalité maritime entrent dans l'économie nationale, ainsi que l'impact de ces flux financiers dans les économies régionales. Un ensemble de programmes et de projets axés sur le cadre juridique, les règles opérationnelles, le partage d'informations, la formation et le renforcement des capacités sont tous axés sur la mise en œuvre de cette stratégie et du plan d'action pour le Golfe de Guinée. Cette activité est portée par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent, GEABA. Le Golfe de Guinée s'étend du Cap-Vert à l'Angola et les menaces incluent la piraterie, le vol de pétrole, la pêche illicite ou encore la contrebande. Allons-y à Sandégué, dans le village de Dougoutigui-Dougou. Il y a fête au village. On dira la fête de la lumière. Dougoutigui-Dougou en a fini avec l'obscurité, désormais mis sous tension électrique. Pour témoigner leur reconnaissance au chef de l'État, les populations sur place ont souhaité lui rendre un vibrant hommage. Un hommage à la dimension de leur grande joie. Herman Niamien a vécu le moment pour nous. Dougoutigui-Dougou, village de la sous-préfecture de Badakani-Toumoura, dans le département de Sandégué, est longtemps resté dans l'obscurité. Taïrou Issouf, dit Alpha, propriétaire d'une boutique et vendeur de poissons dans ce village depuis plusieurs années, s'en souvient. Lui qui utilisait qu'une plaque d'énergie solaire pour faire marcher son congélateur. Avant que je voie un sous-énergie là, seulement poisson là, ça ne travaille pas bien. Il y a beaucoup qui gâtent. Mais depuis que j'ai commencé sous courant là seulement, alhamdulillah, je travaille propre. Comme lui, les autres vendeurs et vendeuses de poissons et les populations de ce village sont heureux de disposer désormais de l'électricité grâce au président de la République Alassane Ouattara qui a permis l'électrification de ce village de plus de 2000 âmes. À travers cette cérémonie initiée par la mutuelle du village, les populations ont tenu à lui traduire leur reconnaissance. Chers parents, l'électricité est là, le développement aussi. En effet, grâce à cet outil de développement, nos enfants peuvent étudier aisément la nuit. On peut suivre les informations audiovisuelles, entreprendre des activités de commerce et plus encore. Le député de Sandégué, Ouattara Boubacar, co-parrain de cette cérémonie, a remercié le président de la République
grâce à qui le taux d'électrification de son département a atteint les 100%. Moi, dans mon département, on peut dire qu'on a 100% de nos villages électrifiés. On est en train d'électrifier les campements maintenant. Le représentant du ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani, patron de la cérémonie, et les autres intervenants ont exhorté tous les cadres et élus du peuple barbare à l'entente et à la cohésion afin d'impulser le développement de leur localité. Chers parents, nous vous appelons à la cohésion. Nous vous appelons afin que vous puissiez parler à nos frères et sœurs, à vos enfants, pour qu'ils comprennent que c'est quand ils sont ensemble qu'ils peuvent apporter le développement. Ayant pris bonne note des recommandations qui leur ont été faites, les populations ont plaidé pour l'acquisition à moindre coût des compteurs électriques, la construction d'un château d'eau, le reprofilage des routes et l'achèvement du centre de santé. La visite avait été reportée de 48 heures à la demande du gouvernement malien de transition. Les présidents du Togo, du Ghana et de la Gambie y arrivent aujourd'hui. Ils arrivent donc à Bamako pour plaider pour la libération des 46 militaires ivoiriens toujours détenus à Bamako. C'est l'occasion de mettre sur table plusieurs dossiers communs au Mali et à la Côte d'Ivoire. Il y a les relations de bon voisinage à renforcer. Ensuite, des ressortissants maliens résidant en Côte d'Ivoire sont recherchés par la justice malienne. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent et tout à l'heure à 13h, vous pourrez suivre votre émission « Ça fait l'actualité ». Mariem Touré et ses invités évoqueront les enjeux de la digitalisation des attestations d'assurance automobile. C'est à 16h, c'est sur la chaîne qui rassemble.